Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes le mercredi 6 décembre et vous êtes sur RTI1. Bienvenue dans votre journal. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a inauguré hier l'Office régional du tourisme du Sud Comoé, un bureau qui découle du programme d'appui au développement et à la valorisation du tourisme dans les collectivités territoriales. Amadou Gon Coulibaly lui a reçu hier la visite la vice-présidente adjointe du MCC pour l'Afrique. C'était après la signature de l'accord de mise en œuvre du programme Compact Côte d'Ivoire entre la délégation du MCC et le ministère de l'Économie et des Finances. Johnny Hallyday s'est éteint dans la nuit du mardi à mercredi à Marne-la-Coquette à l'âge de 74 ans. Il était l'icône du rock à la française. Ses tubes ont accompagné toutes les époques pendant plus d'un demi-siècle et sa vie tumultueuse a fait le bonheur des magazines People. Rendons-nous tout de suite au palais de la présidence de la République où a lieu depuis ce matin un conseil des ministres, une rencontre présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le conseil des ministres s'est ouvert par un banc d'honneur de tout le gouvernement au président pour la réussite du 5e sommet UA-UE. Le président a ensuite fait une déclaration de remerciement aux participants au sommet ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens qui ont pris part à la réussite de ce sommet. On écoute le chef de l'État. Le 29 et 30 novembre dernier, notre pays a abrité le 5e sommet Union européenne-Union africaine. Cette rencontre a vu la participation de plus de 80 chefs d'État et de gouvernement et qui se sont réunis autour du thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Et je crois qu'on peut le dire sans embâche, ce sommet a été un succès à tout point de vue et c'est grâce à vous, à chacun de vous, à tous les Ivoiriens et nous en sommes très fiers. Bravo, bravo, bravo. Mais ce sommet a non seulement démontré notre capacité d'organisation, mais il a également été l'occasion de définir les fondements d'une nouvelle relation entre l'Union africaine et l'Union européenne et entre les pays des deux continents. Il a permis de prendre des décisions et des engagements importants en faveur de la jeunesse dans les domaines de l'accès à l'éducation, de la paix, la sécurité, la gouvernance, les investissements, la migration et la mobilité. Nos travaux ont ainsi abouti à une déclaration consensuelle, ce qui n'est pas chose facile, qui reflète la richesse du partenariat entre les deux continents. Je voudrais donc dire toute ma reconnaissance de manière la plus solennelle à tous les chefs d'État et de gouvernement, ainsi qu'aux présidents des commissions de l'Union africaine et de l'Union européenne pour leur participation à nos travaux et pour leur importante contribution. Et je voudrais citer tout particulièrement le président de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé, le président de la République de Guinée, et le président du Conseil européen, Donald Tusk. Je voudrais remercier et féliciter tous ceux qui ont contribué au succès de cet important événement, un signe supplémentaire du retour de la Côte d'Ivoire sur le plan international. Vous pourrez suivre le compte-rendu complet de nos reporters ce soir dans le 20h. Amadou Gon Coulibaly lui a reçu hier la vice-présidente adjointe du MCC pour l'Afrique, une audience qui fait suite à la signature hier mardi de l'accord de mise en œuvre du programme Compact Côte d'Ivoire entre la délégation de haut niveau du Millennium Challenge Corporation et le ministère de l'Économie et des Finances. La délégation américaine s'est d'ailleurs réjouie des efforts et réformes engagés par le gouvernement. Jean-Jacques Kwame-Yala. C'est le mardi 7 novembre dernier, au département d'État à Washington, aux États-Unis, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, que la Côte d'Ivoire signe son premier compact. Une performance, fruit de la diplomatie économique de l'administration ivoirienne, qui permet ainsi au pays de bénéficier d'une enveloppe d'environ 315 milliards de francs CFA, après avoir satisfait à 14 des 20 indicateurs du Millennium Challenge Corporation, MCC.
Je voudrais vous assurer et vous rassurer de notre engagement, l'engagement de notre peuple et de notre gouvernement. Nous allons faire de notre mieux pour prendre les dispositions nécessaires pour garantir la qualité et la gouvernance de ce programme. Un mois après la signature de l'accord de don, cette visite de travail de la délégation américaine en Côte d'Ivoire a servi de cadre d'échange avec les autorités gouvernementales. Échange consacré au suivi des engagements et des conditions préalables à la mise en vigueur de l'accord de don et les activités préparatoires à la mise en œuvre des projets du Compact Côte d'Ivoire. À sa sortie d'audience avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Kiet Kim, vice-présidente adjointe du MCC pour l'Afrique, a félicité le gouvernement ivoirien pour la signature du Compact. Je suis sûre que tout le monde ici est pressé de voir les résultats de cet investissement de 525 millions de dollars. Donc, je suis ici pour féliciter le gouvernement et pour vraiment remercier tout l'appui que le gouvernement a fait, surtout l'excellence le Premier ministre. Le Premier ministre a rassuré la délégation américaine sur le respect des engagements pris par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme. Tous les engagements pris par le gouvernement seront respectés. Il y avait par exemple au titre de ces engagements la restructuration du conseil d'administration du fonds d'entretien routier. J'ai indiqué qu'assez rapidement, nous soumettrons au chef de l'État les décisions concernant ce point. Il y a la mise en vigueur par une ratification de l'accord qui a été signé. Donc là aussi, j'ai indiqué que rapidement, cela passera en conseil des ministres et que cela sera soumis aux autorités compétentes pour prendre les décisions. Donc c'est ce que je voulais leur dire, que dès janvier, les équipes ivoiriennes seront prêtes, aux côtés des équipes qui ont été détachées par le MCC, pour que nous commencions à mettre ce projet en œuvre. Pour rappel, le programme Compact comprend deux projets majeurs. Le projet employabilité et la productivité d'environ 85 milliards de francs CFA qui vise à améliorer la question de l'emploi, et le second projet dans le secteur du transport d'environ 161 milliards de francs CFA pour accroître la compétitivité de la ville d'Abidjan en matière de fluidité du trafic. Ces deux projets vont à terme impacter la vie de près de 11 millions de personnes vivant en Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Cheikh Koné. Rendons-nous maintenant dans le sud Comoé, une région qui regorge d'énormes potentialités touristiques et culturelles, des atouts que le ministère du Tourisme entend promouvoir. Il vient d'être mis à la disposition du Conseil régional un programme d'appui au développement et à la valorisation du tourisme dans les collectivités territoriales avec un office régional à Grand-Bassam. Un bureau inauguré hier par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Mamadou Kouassi. Située au sud-est de la Côte d'Ivoire, la région du Sud Comoé regorge d'énormes potentialités économiques, touristiques, gastronomiques et culturelles. Le Popo Carnaval de Bonois, la Bissa de Grand-Bassam, les plages d'Assini sont entre autres quelques éléments du tourisme balnéaire, le loisir, culturel et le co-tourisme dont dispose cette région. Pour promouvoir ces atouts, le Conseil régional dispose d'un office régional du tourisme à Grand-Bassam, inauguré par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Vous savez que très souvent, les gens ne connaissent que Bassam quand ils viennent à Bassam. Eh bien, l'un des objectifs qu'on va assigner à cet office, c'est de faire en sorte que ceux qui viennent ici aillent encore un peu plus en profondeur dans les autres régions. Que les gens ne passent pas venir 2 ou 3 jours à venir voir la Bissa et qu'ils aillent du côté d'Adjeke, d'Assini, de Tiapoum et d'Abosso. Donc c'est un outil de communication pour attirer, bien sûr, les touristes, qu'il s'agit de tourisme intérieur ou de tourisme extérieur. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a saisi l'occasion pour présenter le projet de développement du secteur touristique qui contribue à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Nous comptons dans les 7 prochaines années pour le gouvernement consacrer un peu plus de 3 000 à 3 500 milliards d'investissements dans le domaine touristique grâce à la mise en place d'un fonds d'investissement doté de 500 milliards par l'apport des privés et constituer un fonds souverain par la captation des capitaux souverains en vue de relever le défi des infrastructures de taille. Tout en félicitant le Conseil régional du Sud Comoé pour ses efforts de développement et surtout pour la promotion du tourisme, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a rassuré les acteurs du monde touristique de l'engagement du gouvernement à accompagner les initiatives de promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Déjà à fin septembre,
la Côte d'Ivoire a franchi la barre des 2 millions de voyageurs internationaux. Le secteur touristique et hôtelier ivoirien se porte donc mieux, avec des perspectives qui annoncent des lendemains bien meilleurs. Ainsi, la contribution du tourisme dans le produit intérieur brut a progressé de 1,8% en 2011 à 5% en 2015, avec une projection de 7% en 2020. Vous en conviendrez, tout cela n'est possible que grâce à la stabilité socio-économique que connaît la Côte d'Ivoire depuis 2012. Car nous le savons, la paix est un préalable à tout développement durable. En plus de l'Office régional du tourisme du Sud-Comoé, le Conseil régional a reçu de Côte d'Ivoire Tourisme un document portant la stratégie de promotion des GPS afin d'accompagner le bon fonctionnement de l'Office. Des bureaux seront ouverts dans tous les chefs-lieux des départements de la région du Sud-Comoé. Reportage signé Mamadou Kouassi. Souvenez-vous, la Côte d'Ivoire a récemment abrité les 8e Jeux de la francophonie. Et juste après, l'on a eu droit au Forum des marchés émergents. Ensuite, le Sahara 2017. Le 5e sommet Union africaine-Union européenne a refermé ses portes il y a juste quelques jours. Et voilà que ICASA 2017 a lieu en ce moment ici à Abidjan. Les événements se succèdent en terre ivoirienne et le pays affirme ainsi son positionnement international. Côte d'Ivoire, terre des grands événements mondiaux, c'est un document signé Adama Koné. Derrière un grand événement peut se trouver un autre. Aussitôt le 5e sommet Union africaine-Union européenne terminé, que la capitale économique ivoirienne Abidjan se met aux couleurs de la 19e conférence internationale sur le sida et les IST, ICASA 2017, 20 ans après. La Côte d'Ivoire ajoute ainsi une autre pièce au puzzle de son rayonnement international, une marque supplémentaire du positionnement du pays. Un positionnement qui se développe sur plusieurs axes. D'abord, sur les plans économiques, social, culturel et sportif, le pays démontre sa capacité à être au cœur des événements de dimension internationale. Quelques exemples entre autres. Après le retour de la Banque africaine de développement, BAD, à son siège d'Abidjan, la Côte d'Ivoire a abrité les assemblées annuelles de cette institution en 2015. Il s'en est suivi le Forum des marchés émergents en mars 2017 et tout récemment les 8e Jeux de la francophonie et le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara 2017. Ensuite, le rayonnement du pays est perceptible sur le plan diplomatique. Dès sa prise de fonction, le président Alassane Ouattara a été porté à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Au mois de juin dernier, la Côte d'Ivoire s'est grandement illustrée en signant son retour au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent pour la période 2018-2019. Aujourd'hui, le pays tient le pari en l'espace de quelques jours de l'organisation successive de 2 grandes cérémonies de dimension internationale. Au-delà de l'image que le pays projette depuis quelques jours au reste du monde, il est bon de savoir que ce sont près de 5000 personnes qui ont participé au 5e sommet UAUE. Pour les assises de la conférence internationale sur le sida et les IST, 7000 visiteurs sont annoncés. Véritable signe d'hospitalité, mais aussi preuve de la confiance de ces visiteurs aux capacités hôtelières, au système sécuritaire et sanitaire du pays. Que retenir pour la population? D'abord, la fierté de voir son pays être le centre de la coopération internationale, donnant l'opportunité de se frotter à d'autres peuples. Ensuite, les externalités liées à la réhabilitation des voies, le rétablissement de feux tricolores, l'embellissement des grands carrefours. Toutes choses qui sont synonymes de possibilités de travail pour les techniciens et autres ouvriers qualifiés. Enfin, il est notable de savoir que chaque voyageur injecte en moyenne 600 000 francs CFA dans l'économie pendant son séjour pour ramener des souvenirs vestimentaires, artisanaux et même alimentaires. Ainsi, ce sont 7,5 milliards de francs CFA que les commerçants, artisans, couturiers, vendeuses d'attiqués, supermarchés et maquis pourraient capter directement des participants des 2 dernières manifestations. Fin d'année heureuse en perspective.
Et justement, l'un de ces grands événements, c'est ICASA 2017 qui bat son plein à l'Hôtel Ivoire, Hôtel Sofitel Ivoire. La transmission du sida de la mère à l'enfant est une question résolue dans certains pays outre-Atlantique et autres pays africains. Ici en Côte d'Ivoire, selon le ministère de la Santé, il y a 32% d'enfants qui vivent avec la maladie sans avoir accès aux ARV. Notre reporter Franck Quadio nous dresse ici l'état des lieux et l'historique de cette prise en charge pédiatrique après entretien avec la présidente de la Société nationale de pédiatrie. On regarde. La question de la transmission mère-enfant du VIH-Sida remonte au milieu des années 80 en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas beaucoup de ressources. Ce sont ceux qui avaient les moyens de faire venir les ARV de France qui étaient traités. Et le traitement est difficilement supportable pour l'enfant à l'époque, un seul ARV. Qui était difficile et pour l'enfant et pour les parents, parce qu'on devait prendre le médicament toutes les 8 heures. 50% d'enfants de moins de 5 ans ne survivent pas au traitement, mais en 1997, 10e CISMA à Abidjan, la conférence sonne l'ère de l'évolution. Les autorités politiques ont décidé d'ouvrir 8 centres de prise en charge en Côte d'Ivoire, dont un seul pédiatrique. Il y a l'association de 3 antirétroviraux. Il y a la prévention des infections opportunistes avec le cotrimoxazole. Et bien sûr, il y a la prise en charge nutritionnelle avec l'éducation des parents. Dans la même dynamique, le CHU de Yopougon, puis d'autres centres en 2004 et aujourd'hui, plus de 1000 PTME et 400 centres de prise en charge pédiatrique dédiés aux couples mère-enfant. Si la femme enceinte est bien prise en charge, bien traitée par les ARV, à la naissance, il y a de grandes chances que l'enfant ne soit pas contaminé. N'empêche, malgré les efforts, le diagnostic reste tardif, un problème qui plombe la lutte. On devrait faire le diagnostic de l'infection à VIH pédiatrique dès la première année. Mais dans les travaux de recherche et autres, dans les statistiques des CHU, la moyenne d'âge est autour de 5 ans. Et l'autre problème aussi, c'est que il y a une insuffisance d'enfants traités. En 2016, selon le Programme national de lutte contre le sida, 83% des femmes vivant avec la maladie ont reçu des ARV contre 32% d'enfants déclarés séropositifs. L'enjeu aujourd'hui est de mieux sensibiliser la structure familiale pour un meilleur accompagnement de l'enfant souffrant du VIH. Le 1er décembre dernier, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida et c'est le 1er BCP, bataillon de commando parachutiste d'Akwedo, qui a servi de cadre à la commémoration de cette journée. À cette occasion, les militaires et leurs familles ont été sensibilisés sur l'importance du dépistage. On retrouve Mamadou Kwasi. Des militaires en plein dépistage du VIH-Sida. Nous sommes à Akwedo dans les locaux du 1er BCP, bataillon de commando parachutiste, pour la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Une activité initiée par le ministère de la Santé en collaboration avec l'ONG Population Service International Côte d'Ivoire. Cette journée a été marquée par une conférence publique sur l'importance du dépistage du VIH-Sida. Un acte gratuit dans tous les centres de santé selon les intervenants. Les militaires et les différentes familles ont été sensibilisés également sur les dispositions pour éviter cette pandémie qui menace gravement la santé publique. Pendant 2 heures, les conférenciers ont abordé le thème augmenter l'impact par la transparence, la responsabilité des partenaires. Une activité qui bénéficie du soutien de la structure américaine PEPFAR. Le responsable militaire de cette structure a réaffirmé le soutien de l'État américain dans la lutte contre cette pandémie au sein des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. La hiérarchie militaire présente à cette activité a salué les actions en faveur des hommes en tenue dans la réduction du taux d'infection. Ces officiers militaires ont invité leurs hommes et leurs différentes familles à se faire dépister ou à se soumettre aux traitements antirétroviraux en cas d'infection. Les participants ont eu droit également à des expositions portant sur des messages de sensibilisation et de conseils sur le dépistage, la médiation communautaire et le traitement antirétroviraux, ainsi que plusieurs informations liées à la lutte contre le VIH-Sida.
La région de la Bagoué, au nord de la Côte d'Ivoire, reconnaissante au président de la République Alassane Ouattara. À l'origine, le développement impulsé par le chef de l'État à la Côte d'Ivoire et particulièrement à la région de la Bagoué. Cette reconnaissance, les populations l'ont exprimée dimanche dernier à Boundiali. Parmi les témoins de l'événement, plusieurs membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette mobilisation de la Bagoué pour exprimer son soutien donc au chef de l'État. Léon Bro, RTI Boaké. Malgré un soleil de plomb, la Bagoué aura réussi le rappel de ses fils et filles ce dimanche 3 décembre pour dire à l'unisson la reconnaissance et le soutien de la région au chef de l'État. Cet hommage en raison des nombreux investissements du président Alassane Ouattara pour l'essor de la Bagoué et l'épanouissement de ses populations. Santé, école, agriculture avec notamment la valorisation des prix des produits. Bref, le chef de l'État n'a occulté aucun domaine de la vie, indique unanimement jeunes, femmes, élus et cadres. Cerise sur le gâteau, valorisation des compétences et désenclavement de la région de la Bagoué. Monsieur le Premier ministre, nous vous prions de dire à son Excellence M. Alassane Ouattara qu'il est une source certaine d'espérance pour nous, car il a fallu qu'il arrive à la tête de la Côte d'Ivoire pour que la pluie du développement commence à mouiller un peu le sol de notre région. Comme les ministres Bruno Koné, Kandia Kamara et Mariatou Koné pour témoigner du repositionnement et du rayonnement de la Côte d'Ivoire sous l'impulsion du président Alassane Ouattara, le ministre d'État Jano Aoussou Kouadio et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À ce chapitre, le succès du 5e sommet Union africaine-Union européenne retient du public un standing ovation. Le chef du gouvernement de poursuivre justifie l'engagement du chef de l'État à élargir davantage les sentiers de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Ce qui est en jeu aujourd'hui pour notre pays, pour les générations présentes et futures, c'est bien notre capacité à opérer un saut qualitatif dans notre marche résolue vers le progrès. Il s'agit de faire passer la Côte d'Ivoire du statut de pays en développement à celui de pays émergent. Ce qui passe nécessairement, et vous le savez, par la transformation structurelle de notre économie, notamment notre agriculture. Il s'agit également d'améliorer la qualité de notre système de formation pour faire en sorte que nos jeunes soient prêts pour pouvoir faire face aux emplois de demain. Il s'agit de mettre en place un système de santé performant. Au regard de ces défis, le Premier ministre exhorte à la cohésion, à la paix et à la mobilisation autour du chef de l'État comme manifesté à cette cérémonie d'hommage. Cérémonie qui a mobilisé aux côtés des Sénoufos, Malinké et allochtones du Grand Nord, les peuples d'autres régions dont les Baoulés du Grand Centre. Et sur place, nos reporters ont tendu le micro aux populations qui se disent heureuses d'avoir pris part à cette cérémonie d'hommage. Tour d'horizon de quelques réactions. La population de Boundiali, après toutes les tergiversations qu'on a connues, retient son souffle pour fêter Alassane Ouattara. C'est un grand jour. N'est-ce pas une des filles de la Bagoué qui est désormais le secrétaire général du RDR? Dans toute la savane, la seule parlementaire est une femme de la Bagoué, autant de DG femmes. Il y a moi-même. Dans la Bagoué, nous avons 4 ministres. Ne serait-ce que la route Boundiali, Kouto, Tengrela, nous devons magnifier, remercier le président de la République. Le président de la République et son premier ministre, le gouvernement, sont en train de désenclaver Boundiali. Ça, c'est suffisant parce que c'est un acte qui a des conséquences économiques énormes pour la Bagoué. 2011, taux de scolarisation dans la Bagoué, 35%. 2017, taux de scolarisation dans la Bagoué, 95%. Le taux d'électrification était pratiquement à 10%. Aujourd'hui, en tout cas, nous avoisinons les 40%. Sans compter les routes, ce qui est fait aussi en termes d'hydraulique, pour vraiment faciliter la vie. Nous comptons sur lui pour continuer à nous aider, à aider nos parents. Donc merci Alassane, merci pour ce que vous avez déjà fait et merci pour ce que vous allez faire pour notre région.
De retour ici à Abidjan, plusieurs grandes voies de Koumassi sont désormais ouvertes à la circulation. Elles ont été fermées quelques mois pour travaux. Même si le bitumage n'est pas encore effectif, ces voies sont néanmoins praticables grâce aux travaux provisoires de reprofilage entrepris par le gouvernement pour rétablir la circulation. Le constat de Francis Boifo. Koumassi, Carrefour Baradji, circulation dans tous les sens. Mardi, après des travaux initiés par le gouvernement. Quand on trouvait que non, le carrefour était délaissé, parce qu'on ne peut plus passer, venir au marché, même on avait des problèmes avec nos mamans. Nous-mêmes, on ne peut pas passer les voitures, mais aujourd'hui, là, on peut passer. Si on arrive à circuler, c'est l'essentiel. Objectif immédiat atteint, selon le ministre des Infrastructures économiques. Aujourd'hui, les bus commencent à circuler dans Koumassi. Les populations elles-mêmes le voient. Nous avons rétabli la circulation sur presque l'ensemble des grandes voies de Koumassi. Alors, quelles sont les solutions que nous avons apportées ? Nous avons donc fait des solutions qu'on peut dire provisoires. C'est-à-dire on a envoyé du gravier qu'on a mis sur la route pour permettre à la circulation de se faire. La circulation désormais rétablie sur les grandes artères de Koumassi, mais le problème d'assainissement demeure. Un appel pour demander à nos populations d'avoir des fosses septiques chez elles. Parce que lorsque vous regardez, toutes les eaux qu'on a sur les routes sont des eaux qui viennent des douches, des domiciles. Lorsque les problèmes d'assainissement seront réglés, nous allons donc faire la route définitive. Mais nous voulons rassurer les populations à la demande du Premier ministre pour dire que nous allons donc maintenir la vigilance de sorte que ces voies soient praticables toute l'année. Je voulais lancer un appel à la compréhension des uns des autres, un appel au civisme. Ce sont des gros investissements qui sont en train d'être faits, même si c'est provisoire, que chacun comprenne qu'il a un rôle à jouer pour la pérennisation de ce qui est en train d'être fait. En attendant le bitumage, les travaux de réhabilitation provisoire des rues se poursuivent à travers la commune. Et à quelques kilomètres seulement de Koumassi, un incendie avec de multiples explosions ravage depuis ce matin une usine de peinture dans la zone industrielle de Marcory. Aucun bilan officiel n'est disponible à l'heure qu'il est, mais des témoins ont parlé de plusieurs blessés gravement brûlés. Une information pas encore confirmée ou infirmée. Le feu serait parti d'un court-circuit sur disjoncteur, puis s'est propagé très rapidement vers d'autres compartiments de l'usine. Des dizaines de pompiers se sont déployés autour de la zone pour circonscrire le feu qui a atteint plusieurs échoppes et boutiques d'artisans travaillant à proximité. Aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Plus de précisions dans nos prochains journaux. Le CNTIG, Comité national de télédétection et d'information géographique, a procédé lundi à la remise du géoportail de surveillance spatiale des terres au ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Ce système de surveillance des forêts et de l'occupation des sols est financé par l'AFD, l'Agence française de développement, et c'est un outil qui sera mis notamment à la disposition des chercheurs et des décideurs. C'est ce que nous dit Grace Kando. Un géoportail de surveillance spatiale des terres, désormais mis à la disposition du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. C'est une application web conçue par le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTIG. Il permet d'avoir des informations sur le système de surveillance des forêts et de l'occupation des sols. Une application web sécurisée qui, grosso modo, contient les données sur la Côte d'Ivoire. Et les outils qui ont été développés à l'intérieur de ce système devaient permettre à la Côte d'Ivoire de faire une observation de son couvert végétal. Et ça permet bien entendu au gouvernement de prendre des stratégies pour pouvoir atténuer le changement climatique. En plus de la présentation du géoportail, il y a eu la signature de la licence du projet OSFACO. Ce projet permet d'avoir des images satellitaires. Ce géoportail mettra à disposition des chercheurs, des organismes publics et privés, des ONG œuvrant dans l'environnement et la sauvegarde de la forêt, des images satellitaires à haute résolution. La mise en œuvre de ces deux projets s'est faite avec l'appui financier de l'Agence française de développement AFD. 3,2 milliards de francs CFA pour le projet OSFACO qui prend en compte 8 pays, dont la Côte d'Ivoire, et 500 millions de francs CFA pour le géoportail. Les utilisateurs de ces outils seront formés dans les prochains jours par le CNTIG.
Johnny Hallyday, la plus grande rockstar que la France ait jamais connue, est mort dans la nuit d'hier à aujourd'hui, à 74 ans, des suites d'un cancer du poumon. Une icône, Johnny Hallyday était cela bien sûr, mais plus encore, une marque, un personnage, une enseigne, une marionnette, un people. Jean-Philippe Léo Smet, de son vrai nom, est né le 15 juin 1943 à Paris. En tout, le rocker a enregistré 50 albums studio et vendu quelques 100 millions de disques en près de 60 ans de carrière. Adieu l'artiste. Sa visite en tant que candidat à la présidentielle n'était pas passée inaperçue. Cette fois-ci, c'est en tant que chef de l'État qu'Emmanuel Macron se rend ce mercredi 6 décembre en Algérie. Une visite de quelques heures au cours de laquelle le président français rencontrera le président Abdelaziz Bouteflika. Au cœur de ce déplacement, la coopération économique, la lutte antiterroriste, mais aussi sur la question mémorielle. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne Kerasan.